Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Marie. Nous allons développer avec vous l'actualité de ce jeudi 14 novembre. Un point sur la contraception 2013 à l'occasion de 2 jours de colloque à l'hôtel de Région. La rocade toulousaine va changer de visage et le chantier met en valeur les travaux publics français. Et nous terminerons par du cinéma avec l'interview de Cédric Clapiche qui nous présente son nouveau film Le casse-tête chinois. Et on commence avec les salariés d'Air France. Ils étaient tout personnel confondu en grève ce midi devant l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Mi-septembre, la compagnie annonçait la suppression de 2800 postes d'ici 2014. Les manifestants dénoncent ce plan social. Ils sont allés interpeller les voyageurs dans l'enceinte de l'aérogare sans pour autant perturber le trafic aérien. Fanny Madamour a rencontré Véronique Goutani, agent d'escale chez Air France. On est mobilisé suite à l'annonce du 3e plan de départ volontaire annoncé par la direction d'Air France qui concerne 90 postes sur l'escale de Toulouse. Autrement dit, la direction estime qu'il y a 90 sureffectifs à l'escale de Toulouse, ce qu'on conteste complètement. Il est impossible de travailler avec 90 personnes de moins sur cette escale. Air France fête ses 80 ans à Toulouse et nous, franchement, on n'a pas du tout le cœur à la fête, puisque dans le même temps, elle a annoncé 90 suppressions de postes. Et franchement, tant mieux pour elle si elle fête ses 80 ans, mais nous, on n'y est pas, le cœur n'est pas là. Aujourd'hui, c'est une action locale, puisque les 80 ans d'Air France sont en local aujourd'hui à Toulouse. Mais bien sûr, ça va déboucher sur une action nationale, puisqu'il n'y a pas que Toulouse de toucher, mais toutes les escales de France. Et c'est pour ça que nous prévoyons, avant la fin du mois de novembre, une action nationale de toutes les escales de France concernées par les suppressions de postes. La rocade passe peu à peu à 3 voies entre le Palaïs et l'Espinay. Les travaux dévoilent leurs secrets dans le cadre de 50 chantiers pour une opération de communication visant à valoriser les travaux publics. En Midi-Pyrénées, le secteur compte 2200 entreprises et 13 000 salariés, un secteur pourtant en difficulté. Il a enregistré une baisse d'activité de 15% depuis 2007. Visite de chantier avec Raphaël Bauduin. C'est une zone très sensible en termes de trafic. Chaque jour, des kilomètres de bouchons se forment entre l'échangeur de l'Espinay et le Palaïs. En cause, une circulation très dense, 95 000 véhicules par jour. Depuis le mois de juin, les pouvoirs publics ont entrepris la réalisation d'une 2 fois 3 voies. Un enjeu en termes de transport, mais aussi d'emploi. C'est un chantier structurant qui correspond à plus de 7000 heures de travail pour l'entreprise sur 10 mois. Donc ça permet de développer, de mettre en place des procédures de travail en groupement avec des majors, des entreprises majeures locales sur quand même du long terme. Donc c'est générateur d'heures de travail, donc d'activités pour nous. Donc on a la chance de pouvoir travailler, fournir du travail à tous nos salariés, développer aussi des partenariats, des groupements avec des entreprises locales et puis améliorer le cadre de vie des Toulousains. Les travaux publics représentent le 2e employeur en Midi-Pyrénées. Mais depuis la crise de 2008, le secteur est profondément touché. En 6 ans, 113 entreprises ont dû mettre la clé sous la porte, provoquant la perte de 2300 emplois. Les professionnels appellent à la mobilisation des pouvoirs publics dont ils sont dépendants. Nos entreprises dépendent à 75% de la commande publique. Lorsqu'une entreprise réalise 1 euro, 75 centimes provient de la commande publique. Donc il est important que l'ensemble des donneurs d'ouvrages des marchés publics, à savoir l'État bien évidemment, mais le Conseil régional, le Conseil général, les collectivités, donc les communes, se mobilisent pour alimenter en travaux nos entreprises. Et l'investissement est important parce que l'investissement c'est faciliter l'emploi. Je rappelle que les travaux publics font travailler des personnes qui résident dans les lieux des chantiers. La Fédération régionale des travaux publics anticipe une baisse du chiffre d'affaires de 4% en 2014. Elle craint que la demande publique, déjà en berne, le soit d'autant plus au vu des prochaines élections, les commandes étant généralement gelées pendant les années électorales. Et à noter que ce chantier de la rocade sud toulousaine devrait être livré en avril 2014. Et on parle de transport toujours, Marie. On reste dans les transports et il n'y avait pas d'examen du permis de conduire aujourd'hui. Les inspecteurs du permis étaient en grève partout en France à l'appel du syndicat SNICA FO qui représente plus de 70% de la profession.
En Haute-Garonne, les inspecteurs sont au nombre de 22, 17 étaient en grève. Ils dénoncent la décision du gouvernement de supprimer 35 postes à compter de 2014 sur les 1200 inspecteurs que compte actuellement la profession. On écoute Gilles Banuls, délégué départemental adjoint SNICA FO, au micro de Pascal Solaire. S'il y a moins d'inspecteurs du permis de conduire présents sur le terrain, il y aura moins de possibilités pour pouvoir avoir des places d'examen. Donc de fait, les délais d'attente au permis de conduire risquent fortement de s'allonger. Aujourd'hui, la politique gouvernementale a fait des jeunes sa priorité. Et il paraît paradoxal de supprimer des postes d'inspecteurs du permis de conduire, ce qui va complètement à l'encontre de cette priorité pour la jeunesse. Si on imagine qu'une des solutions pour diminuer le délai d'attente au permis de conduire, c'est de privatiser le service, de fait, obligatoirement, le coût du permis sera plus important. Aujourd'hui, le permis de conduire, en tout cas l'examen par lui-même, ne coûte rien au candidat. Si demain, cet examen devait être transféré à une entreprise privée, à ce moment-là, l'entreprise privée fera payer le permis au candidat et ça augmentera d'autant le prix de l'examen. Santé à présent avec les 20e journées nationales des centres d'IVG et de contraception qui se tiendront demain et samedi à Toulouse. Et à cette occasion, nous avons rencontré le docteur Brigitte Pilard, gynécologue à l'hôpital Joseph Ducoing, dans le service d'orthogénie, la seule structure de prise en charge globale de l'IVG du secteur public dans la région. Nous lui avons demandé ce qu'est, en 2013, la contraception. Ça va du préservatif féminin, masculin. Les méthodes naturelles peuvent être aussi évoquées. C'est pas bon. Après, il y a les méthodes classiques, la pilule, l'implant, l'anneau, le stérilet. Surtout qu'il y a eu beaucoup de changements. Le stérilet, maintenant, on peut le mettre en place chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Alors, il faut lutter contre de vieilles habitudes. Pendant 30 ans, on a dit le contraire. Maintenant, depuis plusieurs années, on le sait, il n'y a pas de souci. On peut... Bon. Alors tout ça, il faut éduquer et les femmes, il faut informer, et les femmes et les professionnels aussi, les rassurer. Et puis après, il y a les différentes pilules, avec toutes les polémiques, vous avez peut-être... On va revenir là-dessus, mais l'éducation, un mot, elle doit passer par où? Par l'école, par la famille, par les hôpitaux? Alors l'éducation, on va parler de l'éducation à la sexualité, c'est très important, l'éducation sanitaire, l'éducation à la santé, l'éducation à la contraception. Ça passe par tous les canaux du plus bas âge et tout le temps. C'est un apprentissage, c'est tout le temps, c'est un processus. Donc tous les canaux y sont, la famille, très important aussi, la famille. Parler surtout, expliquer. L'école de la maternelle, pourquoi pas, comme au Canada, nos collègues du Canada, eux, ils ont une matière pour l'éducation à l'affectivité, sexualité, contraception. Comme la géographie, comme l'histoire, ça part de la maternelle et tous les ans on répète un petit peu. Le problème, c'est qu'ici, en France, actuellement, c'est vraiment au niveau de l'éducation nationale, on n'arrive parfois même pas à aller dans des établissements parce que il y a, c'est juste quelques années, c'est au bon vouloir du directeur ou du chef d'établissement, des parents d'élèves, de je ne sais quoi, des professeurs. On va revenir sur cette polémique autour des pilules de seconde, troisième, quatrième génération, polémique qui vous a fait bondir. Oui, il fallait médiatiser, il fallait faire changer les choses. Ce qui est dommage, c'est que ce soit les médias qui ont fait bousculer, et que c'est les femmes encore qui ont arrêté dans la panique leurs pilules, ou les mères qui étaient complètement affolées. On recevait tous les jours des appels autour de ça, plutôt que de le faire par nos pères, parce que depuis 2007, il y a des positions qui sont prises autour de ça, et ça ne passait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a du lobbying de l'industrie pharmaceutique, c'est ça qui est regrettable. On a reconnu qu'il y avait des risques. Alors les risques, on y vient sur les risques. Donc toute femme, par rapport au risque thromboembolique veineux, on a vu qu'il y avait, toute femme confondue, un risque sur 10 000. Quand on passe avec une 2G, c'est-à-dire une pilule deuxième génération, on passe à 2 risques sur 10 000. Troisième, quatrième génération, 4 risques sur 10 000. Vous voyez, on double, si on dit que ça. Quand on est enceinte, 6 risques sur 10 000, tout ça c'est des chiffres officiels. Autrement dit, c'est quand même pas prendre sa pilule, on peut prendre la pilule, même une 3G, mais peut-être en première intention, on va essayer, s'il n'y a pas de bénéfice-risque, on va donner une deuxième génération. Et puis l'intérêt aussi, ça a été de bien reposer les contre-indications, interroger les femmes sur les antécédents, revoir les choses. Mais tout ça, c'était pas à faire passer par les médias, c'était à faire passer par nos pères.
Et vous pourrez retrouver demain dans notre journal la seconde partie de cet entretien consacré à l'IVG. Santé toujours, c'était la journée internationale du diabète lancée en 1991. Cette maladie chronique causée par l'incapacité à produire de l'insuline ou à l'utiliser de manière efficace toucherait un adulte sur 12 dans le monde. 373 millions de personnes en souffriraient. La Fédération française des diabétiques, la Société francophone du diabète et l'aide aux jeunes diabétiques lancent une campagne de mobilisation afin d'obtenir le label Grande Cause Nationale 2014. Et la polémique se poursuit sur la prostitution, Jean-Marc. Et oui, Marie, après les déclarations de Christine De Veyrac, députée européenne et candidate au municipal de Toulouse, l'association Oser le féminisme réagit. Si Christine De Veyrac entend encadrer l'exercice de la prostitution, l'association, quant à elle, prône son interdiction pure et simple. Un reportage de Jérôme Bolloc. La prostitution en passe de devenir l'un des thèmes de campagne des prochaines municipales. S'appuyant sur l'exemple des sex drive-in suisses, Christine De Veyrac a récemment proposé l'instauration de lieux dédiés pour lutter contre le phénomène. Elle a également déclaré qu'en tant que maire, elle proposerait un arrêté municipal interdisant la prostitution dans les quartiers résidentiels. L'association Oser le féminisme s'est rapidement insurgée contre ces propositions. Si je comprends bien ces projets, c'est interdire la prostitution dans le centre-ville pour mieux la reléguer en périphérie et ainsi ne pas déranger les riverains. Donc c'est très électoraliste comme mesure. Et les drive-in ou autres lieux dédiés à la prostitution, c'est juste la forme exacerbée des violences qui sont inhérentes à l'activité prostitutionnelle. Voilà, c'est isoler encore plus les femmes dans des lieux dédiés. Pour Oser le féminisme, le client est presque un complice du proxénète. Il faut le responsabiliser et le pénaliser. La pénalisation du client est justement au cœur d'une proposition de loi qui sera examinée le 29 novembre. L'amende pourrait être de 1 500 €. Oui, évidemment, le projet abolitionniste qui est défendu actuellement par le gouvernement est le bon. La pénalisation, ce n'est pas la seule mesure. Il y a aussi un volet qui doit être important pour permettre aux femmes prostituées qui le souhaitent de sortir du système prostitutionnel. 10 à 20 millions d'euros pourraient être dédiés à ce volet. Et demain, Christine De Veyrac s'exprimera sur le sujet dans le journal de TLT. Et du sport maintenant, Marie. On passe au sport et le stade Ernest Vallon qui se met au foot. Ce soir, il troque le rouge et noir pour le bleu et ce sont les jeunes qui vont assurer le spectacle. L'équipe de France Espoir affrontera l'Arménie dans un match de qualification pour l'Euro 2015. Les Bleuets, entraînés par Willy Sagnol, comptent dans leur rang Adrien Rabiot, prêté par le PSG au TFC l'an dernier. Le match France-Arménie, c'est ce soir à 20h50 au stade Ernest Vallon. Et oui, et les jeunes affronteront également les Pays-Bas. Ce sera lundi prochain en match amical. Alors, une page de culture et d'absurde, Marie ? Et oui, Plonk et Replonk, reconnus d'inutilité publique depuis 1997, exposent leur loufoquerie à l'espace Croix-Baragnon et à Colomiers pour le festival de bande dessinée. Dans le cadre de Graphéine, la saison du dessin contemporain, le duo de frères suisses présente d'anciennes cartes postales détournées et des nains de jardin pour le moins originaux. Jean-Marc, vous avez rencontré Plonk. Et oui, à moins que ce ne soit Replonk, car on ne sait jamais qui ils sont vraiment. Le travail de Plonk et Replonk offre au public des images folles nées de la confrontation entre un texte et une photo. Les graphistes créent le déséquilibre et donc le rire. Vous êtes ici, par exemple, devant le championnat du monde du flou artistique. Là, c'est ce qu'on appelait autrefois la chasse aux sorcières ou encore bienvenue sur le mont Nigo. Bref, le spectateur est pris dans une spirale de non-sens. En général, il regarde l'image et il cherche une explication dans le texte. Comme il n'en a pas suffisamment dans le texte, il retourne à l'image. Ça lui redonne un petit bout, mais pas toujours. Donc il redescend sur le texte, et puis à bout de 2-3 allers-retours, il marque un point, quoi. Et puis la bonne réaction, c'est quand on voit tout à coup quelqu'un qui fait « Oh, ils sont trop cons ». Là, on a gagné. Les Plonk et Replonk travaillent depuis une dizaine d'années à détourner des images, à en créer d'autres et à observer finalement le monde tel qu'il va mal. Le fonds de commerce, entre guillemets, c'est aussi l'erreur humaine, la bêtise humaine ou la connerie humaine, on l'appelle comme on veut, les accidents, les fautes de frappe, toutes ces choses-là, quoi. Et donc ça, c'est inépuisable, c'est sûr, quoi. Toute l'humanité n'est qu'une suite de hockey ratés. Ouais.
Le duo Plonk et Replonk expose donc à l'espace Croix-Baragnon, mais sera aussi présent au festival de la bande dessinée de Colomiers, en relation avec Graphéine, la saison du dessin contemporain, où ils présenteront dans le square Saint-Exupéry du 15 au 17 novembre des nains qui, je cite, sont de qualité tip-top, enrobés de béton sur choix, résistants aux intempéries, aux huiles, aux acides et aux enfants. Plonk et Replonk, ou le grand plongeon dans l'autre monde. Direction les étoiles et l'espace maintenant. Le Festival des étoiles et des ailes a ouvert ses portes ce matin à la Cité de l'Espace et jusqu'à dimanche. Cinéma, salon du livre, conférence, c'est le rendez-vous incontournable des passionnés. Et pour cette 4e édition, le festival bénéficie de parrainage de premier ordre. À commencer par la marraine 2013, Catherine Monoury, la championne de voltige et directrice du musée de l'air et de l'espace. Le réalisateur Jacques Perrin est le parrain d'honneur. Et enfin, l'acteur José Garcia est invité d'honneur. Vous pourrez le retrouver dans l'édition du journal de demain. Il sera notre invité. Du cinéma pour terminer, le réalisateur Cédric Clapiche présente son dernier volet de sa trilogie en avant-première ce soir au Gaumont Wilson. Après l'auberge espagnole et les poupées russes, vous allez pouvoir retrouver Romain Duris et Audrey Tautou dans le casse-tête chinois. Et oui, alors nous avons interviewé Cédric Clapiche avec Greg Lamazer pour l'émission Courrier Sud. Alors voici un petit extrait. Première question, est-ce vraiment la fin d'une trilogie ou y aura-t-il encore une 4e aventure pour Xavier alias Romain Duris? Je me dis que si j'en fais un 4e, ce sera dans 10 ans, donc je verrai dans 10 ans si ça vaut le coup, si ça vaut le coup. Mais là, je l'ai vraiment conçu comme si c'était la fin et comme si c'était une trilogie, donc pour moi, effectivement, c'est clos avec ce film. Et ça a donc été plus difficile à écrire justement pour ça? C'était beaucoup plus difficile à écrire que les 2 premiers, parce que l'auberge espagnole, ça s'est vraiment fait dans l'urgence, c'était vraiment lié à une espèce de premier jet un peu spontané comme ça et qui marchait bien avec l'âge de Xavier dans ce film, c'est-à-dire qu'il a 25 ans dans l'auberge espagnole, 30 ans dans les poupées russes et 40 ans là, et d'une certaine façon c'était pas mal que je prenne plus mon temps pour faire casse-tête chinois, parce qu'il y a ce côté maturité ou ce côté réflexion qui est plus importante autour de 40 ans. Et justement, dernière question, est-ce que autant il y avait une sorte de brouillon et de jaillissement dans l'auberge espagnole, autant là on essaye de tout régler? Est-ce que c'est ça la vie finalement, tout régler? Non, c'est pas tellement l'idée de tout régler, c'est le fait d'essayer à un moment de trouver quand même une sérénité. C'est-à-dire que je pense que quand on a 20 ans, il y a quelque chose, c'est un peu ce que dit le philosophe dans le film, Schopenhauer. Quand on a 20 ans finalement, c'est assez joli à regarder, mais il y a beaucoup d'angoisse quand on a 20 ans. Et je pense qu'en vieillissant, on perd des choses, parce qu'on perd sa jeunesse notamment, mais on gagne des choses qui sont justement la maturité, l'expérience, qui vous amènent quand même moins d'angoisse et plus de maturité, de sérénité. Mais on a l'impression quand même que c'est une sorte de chaos, la vie de votre personnage. Est-ce que c'en est un? Et est-ce qu'il cherche pendant tout le film à comprendre ce qui lui arrive et ce qu'il fait lui-même? Oui, c'est-à-dire qu'il est quand même victime du chaos, qui n'est pas juste sa vie à lui, c'est l'époque qui est assez chaotique de mon point de vue, mais il comprend, enfin bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais en tout cas le fait d'avoir une vie chaotique, c'est aussi quelque chose qui rend enthousiaste, c'est-à-dire qu'une vie où il ne se passe rien, c'est quand même ennuyeux, et lui il ne se passe pas rien. C'est marrant que tu vois ça si compliqué la vie. Je suis ici à New York pour pouvoir vivre à côté de mes enfants, que j'ai eu avec une Anglaise avec qui j'ai vécu 10 ans, en Angleterre, à Paris. J'ai un enfant avec 2 lesbiennes, je suis marié à une Chinoise pour pouvoir être américain. Et la vie, elle est pas si compliquée? C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec l'actualité demain à 19h. Bonne soirée Jean-Marc. Bonne soirée Marie. Vous voyez, la vie, c'est pas si compliqué en fait. Exactement. Et bonne soirée à tous.